Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, alors j'ose de mademoiselle parce que bon, ça fait un peu plus vintage. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire et pourquoi on en parle. Je voudrais d'abord vous remercier et surtout de l'accueil que vous avez réservé à la première émission de la nouvelle série. La nouvelle saison. On dit, c'est vrai, la nouvelle saison où je recevais le professeur Aimé Charles-Nicolas. Alors, on va faire encore plus fort puisque non pas dans la capacité à secouer le monde, mais plutôt dans notre capacité à extraire de sa retraite un nouvel homme fort de la société martiniquaise. Quand je dis nouvel homme fort, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il a disparu, qu'il n'existe plus. Il est là, il est de retour. Gérard Dorling-Carter. Maître Gérard Dorling-Carter. Non, c'est pas en tant que maître que je suis là, je suis en tant que Gérard Dorling-Carter. Alors, je me permets de dire bonjour à ces personnes qui m'ont vu pendant des années sur cette même chaîne, à cette même antenne. Et je suis revenu ne serait-ce que pour prouver qu'il n'y a aucune dissension, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de nuage. Il n'y a pas de bug. J'avais simplement envie de faire autre chose, comme toute ma vie j'ai fait. Mais bon, nous ne désespérons pas, Gérard, de te revoir à nouveau régulièrement sur cette chaîne. Ça demande beaucoup de travail, je n'ai pas l'énergie de... Ne t'inquiète pas, je m'y emploie chaque jour, un petit peu. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Gérard Dorling-Carter, vous aurez compris que c'est un homme de médias, puisqu'il a officié ici pendant de longues années à la tête de plusieurs émissions, notamment le kiosque, le fameux kiosque que vous regardez régulièrement. Mais c'est également un homme de médias, tout simplement parce qu'il est chroniqueur. Au-delà des chroniques, il est l'un des piliers d'un magazine hebdomadaire qui s'appelle Antilla. Il a fait partie de plusieurs aventures médiatiques, en particulier France Antilles, et j'en passe, et des meilleurs. Et vous aurez compris que c'est un homme que la communication ne laisse pas indifférent. Donc ce soir, ça va être aussi un exercice de communication, mais à notre sauce, genre, oui, comme on sait le faire, tranquillement. Considérez que nous sommes sur une petite véranda martiniquaise et que nous prenons un petit punch. Un verre de jus. Ou un petit verre de jus, c'est vrai. Voilà, un jus de mandarine. Voilà. J'allais aux écorosols, mais bon, comme c'est connoté, on va se rester à mandarine. Et il est déjà plié de rien, vous allez pouvoir le voir. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue, évidemment, un certain nombre de thématiques au fil des conversations. On a pratiquement 2 heures, donc on a le temps. Tout ça. Je vous rappelle qu'on va tenir 2 heures. Sans aucun problème. Je dois avoir 250 thématiques. C'est inépuisable. Et puis, je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, je ferai une petite page culture où je ferai un peu la promotion d'un certain nombre d'ouvrages qui nous semblent devoir être partagés avec nos téléspectateurs. Et si, à l'occasion, vous avez un bouquin ou un film ou un support à recommander, vous le ferez. Alors, on va commencer par l'actualité, Gérard, si vous le voulez bien. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, un certain nombre alors, je ne sais pas comment dire, parce que je veux vexer personne, mais un certain nombre de jeunes. De jeunes, tout court. Voilà, de jeunes, avec quand même quelques moins jeunes. Oui, on va dire de jeunes. Bon, les jeunes, c'est ceux-là qui nous intéressent. Les autres nous intéressent un peu moins, puisqu'ils ont déjà donné. Oui. Revendiquent, posent un certain nombre de questions, agissent, puisque certains d'entre eux disent qu'ils sont des acteurs politiques. Alors ça se passe sous différentes formes. J'aimerais bien savoir ce que vous, comme ça, là, vous en pensez. Bon, mais déjà, je veux dire que je préfère voir des jeunes s'animer, même si les thématiques sont discutables, même si les actes sont peut-être reprochables, s'animer sur une ligne d'action pseudo ou para-idéologique, tout ce que l'on veut. Je préfère les voir dans l'erreur que les voir vautrer dans la mangrove du Lamentin. Alors, non, mais... que déjà, c'est ça, parce qu'il y a une partie de la jeunesse... Déjà, le maire du Lamentin ne va pas du tout aimer dans la mangrove. On va dire okay. Déjà, ce sont des jeunes qui ont l'aspiration à réfléchir, à agir, à œuvrer sur la société, à être de leur temps.
C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à s'expatrier, ils ne recherchent pas un asile extérieur, un idéal qui n'existerait pas ici. Ils veulent que leur pays progresse, ils veulent que les pensées du pays progressent, ils veulent que les problèmes du pays soient pris en main, ils veulent que l'on remette les choses à leur place. Même si alors vous avez vite glissé dessus, les formes d'action ne sont pas forcément respectables pour un certain nombre de Martiniquais qui condamnent, et d'autres qui disent, qui applaudissent les formes d'action. Les formes d'action sont répréhensibles, même relève du tribunal. Mais il y a toujours, c'est pas l'avocat qui va plaider ou qui va le contraire ou pour ou contre. Il y a toujours des excuses, des explications. Il y a toujours dans une défense ou bien on va dire dans un dossier, il y a toujours le pour. Il y a deux colonnes, le pour et le contre. Ouais. Si ces jeunes avaient effectivement eu une éducation pertinente, une formation pertinente, la connaissance réelle de leur histoire, la subtilité de tous les faits sur lesquels ils portent ils portent leur regard. Quand vous dites subtilité, certains disent complexité. La complexité, subtilité. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas toutes blanches et toutes noires. Chelsea n'était ni un dieu, ni un diable. Il y a quand même un certain nombre de chefs africains qui ont participé activement à notre situation. Mais qu'on l'accepte et qu'on leur dise. Bissette était esclavagiste et il avait un élevage de chiens pour courir après les noirs, les nègres marrons. Mais par ailleurs, en même temps, il a pris un conscience. Voilà. Donc, s'ils avaient bien été instruits et formés à la complexité du monde et de l'histoire et des choses. Il y a quelques statues qui recevaient leur tête, en fait, c'est ça? Oui. Pauvre statue. Simplement. Et puis surtout, ils seraient surtout, c'est le plus important, passer à autre chose que les statues. Ouais. Passer à la création d'un monde nouveau, d'une Martinique nouvelle. Alors ça vous omnubile. Hein. On va y revenir parce que c'est un peu le fil rouge, je crois. Ça vous fait penser à quoi ces actions? Parce que vous avez un passé un peu turbulent, Gérard, on va y venir, mais ça vous remet en selle, ça? Vous faites comme alors je vais tenter le parallèle. Ces sages, alors il y en a qui disent c'est des vieux crocodiles, enfin c'est pas moi. Moi je pense que ce sont des sages qui jouissent à l'idée que ils n'ont pas pu y arriver, mais des jeunes reprennent le flambeau. Vous faites partie de ce club-là? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout dans cette perspective. Je suis dans une perspective atemporelle, ni vieux ni jeune. Il y a des erreurs que l'on commet. Celle de croire, par exemple, que toutes les idéologies en isme, celles que j'ai commises, à un certain moment, pouvaient régler le monde, pouvaient régler l'ordre du monde, pouvaient apporter au monde bonheur, bien-être, paix. Le trotskisme, le léninisme, marxisme, socialisme. Jamais nihilisme. Jamais. Vous n'avez pas trempé dans. J'ai jamais été nihiliste. Donc on rase tout et on recommence. Non, pas du tout. Non, au contraire. Vous êtes plutôt un hédoniste, en fait. Non, pas du tout. Je vous taquine. Non, je ne suis pas hédoniste. Je suis un citoyen conscient, et actif et collé à la réalité. Ce que je veux dire, c'est que et puis c'est très jeune dans l'action politique avec un groupe auquel j'appartenais, un groupe politique, je sais presque qui je peux en parler, un groupe qui se voulait clandestin mais qui n'a eu aucune action clandestine. Il s'appelait comment? Il n'avait pas de nom, surtout pas. Est-ce qu'il avait un drapeau? Non plus, on n'était pas attaché à ça. On était attaché à la notion de changement de la société par le recours à l'idéologie. Et on a commencé par l'étude des grands textes. C'était après 1968, donc Kollontai, Rosa Luxembourg, Thomas Hegel, Marx, etc. Et puis je me souviens très bien qu'au terme de 2 ans de travail, avec quand même quelques actes militants comme ça pour ne pas perdre la main. Vous aviez cassé quoi? On n'a rien cassé. Attendez, vous avez foutu de la peinture, vous avez tagué, jamais. Vous avez agressé quelqu'un? Jamais. Distribution de des pacifistes révolutionnaires? Non, mais c'était pas une action frénétique, c'était pas un exutoire. C'est un travail profond pour s'apprêter à réellement changer le monde et pas se défouler sous le monde. Vous étiez à ce point naïf. Laissez-moi finir cette idée. Et donc, on s'est rendu compte au bout de 2 ans et on s'est retrouvé sur, je me souviens très bien, c'est l'une des îles de la Seine. Tout ça se passe à Paris, en fait. À Paris, on s'est retrouvés et j'ai découvert qu'on était près de 200 ou 300 dans ce groupe. Et pour décider de la rupture du groupe, parce qu'on s'est bien rendu compte
On s'est bien rendu compte, ça c'était des bases idéologiques. Alors il faudrait que je vous fasse tout un cours d'histoire politique sur Kollontai et tout ça, qu'en fait, la société est déterminée par le parti politique, par la forme du parti politique, par la structure du pouvoir dans le parti politique. Un parti politique léniniste ou stalinien va entraîner un régime stalinien, un régime léniniste. Et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que nous gardions cette solidarité fraternelle, cette amitié, je retrouve certains de ses amis, mais que nous sachions que le parti politique, je n'ai jamais pris ma carte en tant que parti Donc politique. en fait, il ne faut surtout pas créer un parti politique? Non, que le parti politique, s'il existe, il doit être excessivement démocratique, excessivement, pas libertaire, mais excessivement ouvert. Ça existe quelque part dans le monde, ça? Ça existe toujours dans la théorie, mais la théorie est belle, la théorie est... Mais les gosses qui sont là et qui ont quelque chose à dire, forcément, et vous dites, je préfère des gosses qui disent quelque chose que des gosses qui ne foutent non, rien. Ce que les gosses disent, c'est que... Ou qui fument... je vous dis ce que les gosses disent. Les gosses disent que, je regarde ces vieux-là, je regarde ma télévision, je les vois qui s'échinent, qui se crêpent les cheveux en pleine pandémie, je fais un problème d'ordre du jour. Les deux sont mes amis. Les deux qui se crêpaient les cheveux, je les aime beaucoup. Attention, Ouais. Je parle de la collectivité territoriale de la Martinique. Oui, alors, vous savez, dans cette émission, on dit les noms. Donc, l'un côté Claude Lise, de l'autre côté oui. Alfred Marie-Jeanne. C'est Moi, c'est évident. pour les gens qui habitent Lorsque et qui Claude ont Lise- zappé ce jour-là. Lorsque Claude Lise et Marie-Jeanne se griffent, s'attrapent et que ça tient l'actualité une dizaine de jours Ouais. pour la préséance, basée d'ailleurs sur des textes qui ont été votés, et de façon insuffisante pour régler les problèmes de l'Assemblée unique. Lorsque ces jeunes-là voient ça, ils ne peuvent pas suivre ça, ils ne peuvent pas adhérer, ils ne peuvent pas avoir de l'enthousiasme, ils ne peuvent pas avoir un élan d'action pour l'un ou l'autre. Ils vont dire, c'est monsieur qui a fait là. De quoi il parle. Lorsqu'ils voient qu'à propos de la molécule du chlordécone, il n'y a personne qui dit sérieusement, mais trouvons le pognon qu'il faut, je prends le mot pognon volontairement pour être simple, et puis payons les laboratoires qui sont les plus avancés, et puis enlevons cette molécule du sol. Mais on fait des commissions pour savoir qui est responsable, l'État. Ils disent pas que ça, les jeunes. Ils disent, il y a quelqu'un qui a fauté, il faut que cette personne soit Oui, parce condamnée qu'on et les a qu'elle entraînés, paye. parce que on les a entraînés, on les a entraînés dans cette Alors, vous êtes comme ceux qui disent qu'ils sont manipulés, en fait. non, on n'aura pas donné des outils pour qu'ils puissent effectivement se déterminer sur le concret, le fonctionnel. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, parce qu'on ne peut pas être bien dans sa peau de cette société fermée, bouchée, un peu obsolète. Je regardais nos âges, je regardais ma barbe, et j'ai surtout fait une émission, qu'est-ce que je fais là? Et c'est une société de vieux, vous connaissez Oui, mais vous savez qu'il y a de très nombreux jeunes qui regardent cette émission. J'espère qu'ils verront que je suis resté jeune malgré Bon, ok. l'appareillage séculaire que je porte. Ça tient bien quand même, hein, mine de rien. Vous êtes avocat. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette passe d'armes entre les stars de la communication que sont Alex Ursule d'une part, Monsieur Germany, Maître Germany et Maître Edmond Mariette d'autre part? Ça vous a fait penser à quoi? Je dis des choses qui vont me fâcher avec des gens Vous avez vu ce qui a marqué derrière moi? politiquement incorrects. On y va. J'ai pas vu le 1, je vois politiquement correct. Avec une faute parce que... Non, c'est l'émission qui est politiquement incorrecte. Bon, voilà ce qui s'est passé. Lorsque la première phase de cette procédure s'est faite et qu'effectivement il y a eu confinement avant confinement, enfin fermeture du palais parce que ça n'a pu être un procès, c'est ce qu'a estimé le procureur de la République. Moi, j'ai pas d'opinion sur ça. Il faut quand même admettre que les magistrats sont maîtres de leur maison, sont maîtres de l'endroit où ils prononcent la justice. Il faut admettre ça, qu'ils soient blancs, noirs, chabins, caco, que ce soit des Chinois qui viennent ici un jour nous occuper. Il faut que les gens qui rendent la justice soient maîtres de l'espace et du lieu où ils rendent la justice. Si on n'est pas d'accord avec ça, ben, on fait n'importe quoi. Bon. Saint-Louis, il rendait la justice sous un arbre, sous un chêne, mais attention, ça y allègue le respect. La justice est quelque chose de sacré. La justice est quelque chose de symbolique. On va y venir. Donc lorsqu'ils ont décidé de, malgré tout, et grâce, ou parce que, ou grâce, mon confrère Philippe Edmond Mariette, qui m'a étonné, vu son évolution, à l'éclat qu'il a fait sur les ondes, pour expliquer que cette audience n'aurait pas dû être comme ça. De source sûre, je sais que le procureur de la République lui avait promis que la suite des opérations
Donc, si on renvoie, cette affaire connaîtrait une publicité beaucoup plus large, une possibilité. Mais il est bien évident qu'en période de pandémie et d'obligations décidées en haut lieu, il y a quand même un état d'urgence sanitaire, enfin, il y a quand même une distanciation sociale. Alors, attendez, pour qu'on comprenne bien, vous faites référence à ce qui s'est passé, on va dire, sur l'offre des amenés, au mois de janvier. Quasiment sur comparaison voilà, directe. Voilà. Là, Philippe Nmomoy a dit, mais il faut laisser les gens rentrer dans le palais, ce que vous appelez la publicité, pour que les gens comprennent bien, c'est ça, rendre public. Totalement public. Et là, il dit, ça se passe ce qui est le principe essentiel de la justice. Et le procureur lui dit, vous inquiétez pas, on fera mieux la prochaine fois. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'était théoriquement le 3 juin. Le 3 juin. Alors c'est vrai que ça tarde un peu, d'après ce que je sais, mais que finalement, ils se rencontrent et sont présents certains avocats. Là, je m'arrête pour savoir si Vous pouvez aller plus loin. Il paraîtrait que seraient présents des avocats, dont un qui apparemment a oublié qu'il était là. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de prononcer. Non, parce que je suis quand même avocat moi-même. Le minimum de respect quand même d'une confrérie. Bon, on ne voit jamais un médecin venir cracher ses confrères. Donc en clair... Pourquoi les avocats... Alors je vais me faire l'avocat du diable. En clair, il y a un type qui dit... J'ai jamais été au courant, et en fait, il était là le jour où le proc... Je n'ai pas la preuve. Ok. Ils se reconnaîtront de toute façon. Ils se reconnaîtront. Et le procureur leur dit, écoutez, on va renvoyer, c'est pas possible. On s'était accordé pour une publicité large, pour une ouverture des débats, pour une présence du monde, avec la pandémie, avec le Covid, avec le respect des décisions ministérielles. Ça n'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Plus éventuellement les statuts. C'est-à-dire les statuts. Je crois que cette rencontre a eu lieu le 26 mai. Oui, les statuts. Et le 22 mai, il y avait les statuts. Les statuts UT, donc ça a peut-être fait bouger les choses. Les statuts UE, pas UT. Oui, effectivement, ils ont créé une atmosphère en plus. Et il ne faut pas oublier que le parquet, le procureur, il est maître du respect de l'ordre public, de l'opportunité. Oui, ils ont quand même des droits quasiment égaliens, ces magistrats-là. C'est comme ça que la justice fonctionne. On leur donne des sous au droit, cantonnés, réglementés. Il faut quand même rappeler que notre démocratie est basée sur les 3 pouvoirs. Donc législatif, exécutif, et puis celui qu'on oublie le plus souvent, le pouvoir de la justice. J'ai failli dire mon cher maître, merci mon cher collègue. Donc ce qui fait que donc c'est décidé, c'est ainsi décidé. Quand surgit comme un lapin d'un chapeau de magicien, il va aimer ça, tel que je le connais. Notre confrère Ursulé qui dit que... Alex Ursulé qui dit qu'il ne connaît pas ça, que les avocats n'ont jamais été convoqués, ils n'ont jamais été informés. Alors il faut quand même dire que la défense était relativement classique, celle qu'avait imaginé Philippe Edmond-Mariette, et c'était un collectif d'avocats des 3 îles, d'avocats de gauche, d'avocats... Enfin, des trois territoires. Des 3 territoires. Parce que sinon, les Guyanais vont nous taper sur la tête. L'île de Cayenne. Oui, c'est vrai, l'île de Cayenne. Ouais, mais sinon, Bouki Cavini dit Saint-Laurent, nous, oui. C'est vrai. OK. Mais il n'y a pas d'avocat par là. Et donc, donc je suis... Comme je pense qu'il y aura de l'humour dans toute cette émission. Macron avait fait la même erreur. Oui, tout à fait. Il ne savait pas que ça s'appelle... Il n'y avait pas eu la réponse. Ouais, il a peut-être découvert qu'on existait, peut-être, à l'époque. Il n'a pas eu la répartie pour dire que Cayenne, à l'époque, s'appelait l'île de Cayenne. Tout à fait. Dans les vieux textes. Tout à fait. Donc et pour dire que, pour balayer tout ça de la main, dire que c'est pas vrai, les avocats n'ont pas été concernés, que 2 avocats peut-être ont vu, mais ils n'ont pas informé, les autres n'ont pas été convoqués, etc. Et puis faire ce ramdam. Et puis d'ailleurs que tout ça, c'est de l'arrangement, et puis qu'à partir de là, il va modifier la marche du monde. Est-ce que ça ne porte pas un coup à l'image même de ce groupe? Des jeunes ou les avocats? Les jeunes. Ah, mais les avocats, à mon avis, c'est foutu. Je veux dire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que l'image est désastreuse. Merci. En fait, c'est une opinion personnelle. Ce genre de règlement de compte à travers les médias, c'est pas très bon. C'est vous qui le dites. Oui, j'assume totalement. En termes d'image, c'est pas très glamour. Non, je parle des jeunes, et notamment les 7 prévenus. En termes d'image, est-ce que cette espèce de règlement de compte... Moi, j'attends le moment où les jeunes vont s'en rendre compte exactement de la nouvelle manipulation dont ils sont l'objet. Vous dites là, il y a une manipulation. Oui, je pense. Ouais. Compte tenu de... Vous allez vous faire des potes encore. Non, je pense que là, effectivement, il y a une mainmise. Sincèrement,
Mais je n'ai aucune preuve, je n'ai pas d'éléments, je ne vais pas aller me lancer dans des diffamations à l'antenne. Ouais. En plus de 40 ans de journalisme et de plaidoirie, j'ai jamais eu de problème de diffamation. Vous ne pouvez pas aller. Oui, je ne vais pas aller dire des choses comme j'ai la certitude que dans le choix et dans le rejet des avocats, il y a une manipulation. Il y a un walto, il y a un truc. Politique évidente. Bon, très bien. Ah ben, on verra. Mais en tout cas... je vous le dis en tête. Vous, c'est pas votre tasse de thé, ce genre de truc. Non. J'ai été formé par Marcel Monville à ce genre de procès. C'était des procès qui se passaient à l'époque à Paris, mais on traitait beaucoup de problèmes de l'immigration. C'était des situations, des cas individuels. J'étais formé à la politique par Marcel Monville. J'ai rencontré tous les grands hommes de l'époque. J'avais fait un comité pour l'autodétermination. J'ai rencontré Vergès, j'ai rencontré tous ces gens-là, les gens du territoire de Djibouti, tous ils se réunissaient à Louis Vernier chez lui. J'ai pas la même conception de la politique. J'ai pas la même conception de l'agitation politique. J'aime les choses en profondeur. J'aime les choses sérieuses. Oui, mais c'est ça le regard qu'un certain nombre d'observateurs portent sur ces jeunes remet en question le caractère de la profondeur politique. Est-ce que c'est pas un faux procès qui leur est fait? Parce que quand on lit, il y a quand même un certain nombre d'assertions qui sont profondément politiques. Alors imaginons que ces jeunes s'emparent des thématiques qui soient moins focus que le chlordécone, la réparation, les béquets, etc. Mais des choses qui touchent davantage au fonctionnement démocratique ou pas, au fonctionnement économique de notre île, au droit, à la sociologie, ça craindrait très fort pour l'establishment, non? C'est-à-dire que lorsque les jeunes vont augmenter leur niveau de connaissance et de conscience, ça va se faire. Ils vont le faire. Oui, parce qu'ils ont la vingtaine. Ils vont bien se rendre compte. Et que là, maintenant, ils devraient aller occuper Odyssey, la Société Martiniquaise des Eaux. Là, maintenant, ils devraient faire des marches à Séguineau pour, à tort ou à raison, ils se tromperaient peut-être contre le fameux béquet. Je n'ai pas étudié le dossier. Identifier tous les problèmes sociaux, les victimes des problèmes sociaux, et puis les emmener devant la sécurité sociale, par exemple. Peut-être qu'ils devraient aller voir les syndicalistes et puis leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis février 2009 où vous avez arrêté le pays pendant un mois, vous avez promis qu'il y aurait eu des commissions qui staturaient sur ça, sur les prix et tout ça. Ils iraient à la maison des syndicats, ils occupaient les syndicats, ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez foutu pour le bien-être de nos parents? Je sens que cette émission va rester... elle va tourner. C'est là où elle est. Ça va tourner. Est-ce que vous diriez qu'il y a des béquets racistes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nègres racistes? Oui, alors là, je n'ai aucun souci. Mais c'est moi qui pose des questions. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez oublié de me donner la réponse. Très certainement qu'il y a des béquets racistes. Pourquoi il n'y a pas de béquets racistes? Non, quand vous dites très certainement, vous affirmez ou vous supposez? Mais ça dépend du degré, du niveau, du degré, ça dépend de la définition. Du racisme. Définissons le racisme. Définissons le racisme. Alors, je vais vous donner l'expression. On lit sur un certain nombre on va dire ça, des blogs ou alors des groupes WhatsApp, des propos qui sont ultra racistes et qui s'y occultent. Des deux côtés, bien évidemment, mais de manière particulière, chez un certain nombre de béquets. Vous, ça vous laisse froid ou bien ça vous énerve? Il faudrait me citer. J'ai pas. Vous non, fallait me citer. Vous ne me faites pas confiance, en fait. Non, je ne fais pas confiance. Quand je vous dis qu'il y a des noirs racistes, vous me faites confiance. Non, mais quand je vous dis qu'il y a des. Non, c'est pas comme ça que se pose le problème. Non, alors, accordons-nous un minimum de confiance. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça existe aujourd'hui? Oui, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à imaginer, qu'il y ait des connards partout. Très bien. Et vous comprenez que ça soit un obstacle à une éventuelle réconciliation? Pas du tout, c'est pas ça l'obstacle. C'est quoi l'obstacle alors? L'obstacle à la réconciliation, c'est parce que c'est une communauté qui n'est pas capable de s'affranchir de règles fondamentales de vie qui sont ou consubstantielles à leur existence. Alors, c'est quoi ces règles en particulier? C'est d'abord le maintien de la propriété foncière en un seul tenant et non pas cette
déperdition, cette division, cette parcellisation de leur patrimoine. Vous ne trouvez pas ça étrange quand même? Je ne sais pas s'ils le font, ça c'est Ouais. on fait l'inventaire, on ne juge pas encore. D'accord. Est-ce qu'ils ont raison ou tort, je sais Non, pas. mais vous avez déjà jugé globalement, disons Non, mais que ça, c'est un obstacle. Pour le moment, on va faire l'inventaire. D'accord, l'inventaire. Deuxièmement, Pas de démembrement de pas de démembrement de la propriété. de la propriété. De conserver. Ok. Deuxièmement, c'est conserver leur culture. Ils ont une culture. On l'aime pas, mais ils ont une culture. La culture, c'est ce qui est l'existence, qui est très proche de la nôtre, qui s'entrecroise, s'entremêle profondément. Bon, qu'est-ce qu'ils ont encore? Et découle de cela des travers extraordinaires, leur endogamie, le fait qu'ils se marient entre eux, etc. La fausse croyance qu'ils sont blancs, mais qu'ils ne sont pas blancs. Pendant 100 ans, 70 ans très précisément, ils ont enfanté, ils ont copulé avec des Caraïbes, et puis ensuite avec des esclaves. Il n'y a pas un seul béquet qui soit arrivé ici et qui soit blanc, mais cet imaginaire qu'il soit encore blanc, on va dire ça comme ça. Oui, Ouais, parce qu'au départ, ils étaient blancs. Quand oui, même. après, très vite, ils n'en ont pas été. Oui. Au bout de 3-4 générations. D'ailleurs, le gouvernement français de l'époque disait, mais c'est quoi cette mascarade? Il faut les empêcher de se reproduire avec des gens des îles. Oui, parce que bon. On perd le pouvoir dans ces cas-là. Ouais, voilà, donc c'est important. C'est ça l'obstacle pour vous? Qui fait qu'ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Parce que leur mode de vie, leurs choix sont déterminants. Et puis aussi, parce que, en fait, ils ne constituent pas, contrairement à ce que l'on peut croire, ils ne constituent pas un groupe réellement unique. Bien étudier la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On pourrait croire, par exemple, qu'il y a un groupe unique économique béquet. Il y a un ensemble. Non, ils se tirent la bourre 24 heures sur 24. C'est clair. OK. C'est clair. Je parle à l'économie, c'est celui qui oui. Okay. Il y a 40 groupes béquets qui ont disparu au cours des 30 dernières années et une grosse partie d'entre eux ont été absorbés par d'autres groupes béquets. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? On parle des sociétés françaises. Extérieures, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que le principal obstacle à la réconciliation, alors pour ceux qui ont zappé, c'est la réconciliation entre les béquets et les autres composantes ethniques de la société martiniquaise. Que le principal obstacle, ce serait le mal terrible qu'auraient les béquets à affirmer et à démontrer leur identité martiniquaise. Je pense qu'ils sont fondamentalement martiniquais. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Mais on va revenir dessus, mais je ne peux pas louper ça. Dans un discours fondateur de Tous Créoles, oui, cette association que vous aviez fondée avec Roger Desarmes. Et que j'assume, j'étais le cofondateur. On y reviendra. Vous disiez, l'un de nos chantiers majeurs, c'est la création d'une maison de l'identité martiniquaise. Oui. Donc, vous partagez. Mais une identité martiniquaise qu'ils partagent déjà, dans beaucoup de traits, laissez-moi répondre. Dans leur culture, dans la gastronomie, dans le style de vie, dans leur parler, dans leur mode d'approche, dans l'aspect tactile. Oui, mais Gérard, quand on parle du fait que les personnes âgées martiniquaises n'aient pas droit, comme ça devrait être le cas, au minimum vieillesse, tout simplement parce qu'ils sont dans la campagne, qu'ils ne connaissent pas Internet et que, bon, les mecs n'ont pas trop envie que... il y ait 8000 ou 9000 personnes de plus qui récupèrent du blé, aucun béquet ne s'intéresse à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a des problématiques d'eau, on ne voit pas un béquet venir à la télé dire c'est un scandale. Vous êtes d'accord avec moi? Les problématiques martiniquaises de base, les ordures, l'eau, la télévision qui ne marche pas, etc., on dirait que là, ils sont absents. Est-ce que prouver qu'on est martiniquais, c'est pas s'intéresser à ça aussi, et surtout le dire? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Je dirais publiquement. Hein. Je peux répondre. Je pense qu'à partir de certains moments, on les a traqués, et quelle que soit la parole énoncée, elle était retournée contre eux. À un certain moment, parce qu'il y a eu c'est Bali, il y a eu des élus même béquets. Oui, bien sûr. Bon, et dans l'histoire, il y a tout. Ils participaient à la vie politique, au début du XXe siècle. Je pense qu'avec l'évolution des choses, à partir du moment où on a on a enlevé la chape de plomb qu'on avait mise sur la question de l'esclavage et qu'on a mis à réfléchir à leur fonction, à leur rôle dans cette étape douloureuse, dans ce scandale sur le plan humain ou l'histoire d'un peuple, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se sont rétractés
ils n'ont plus su exactement qui est quoi. Et puis peut-être qu'ils ont eu simplement peur. Il y a une espèce d'autocensure. Oui, parce que... alors, il y a quelques exceptions. Il y a eu Roger de Jam, qui était courageux, mais qui n'était pas des plus... paix à son âme, qui était des plus habiles et adroits à certains moments. Il faut rappeler ici que, et vous allez peut-être le confirmer, que Roger de Jam a reçu des menaces de mort quand il a eu l'ambition de faire une pétition auprès de l'ensemble des béquets sur la question de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, il a quand même réussi à mettre 400 signatures, mais il a été menacé. Oui, il a été menacé. Il nous l'a dit à plusieurs reprises. Oui, absolument. Parce qu'il y a des irréductibles. Il y a quand même, je ne vais pas sortir le cliché du barbu qui a montré le tableau de sa famille. Ce dont on parlait tout à l'heure. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils soient parfaits? Pourquoi voulez-vous que ces gens soient parfaits? D'autant plus que nous ne sommes pas totalement parfaits. Notre communauté ne l'est pas totalement. Très bien. On va les laisser de côté. Oui, pour l'instant, parlons, on passe en revue. Hein. Parce que bon, j'ai repris les discours des petits jeunes là. Et puis j'ai sorti, il y a les béquets évidemment, l'État. Alors, on a bien l'impression que dans le discours, il y a une espèce de mise en cause de l'État, non pas pour dire, bon, écoutez, dégagez, sortez de la Martinique, mais vous ne faites pas votre boulot. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce d'idée régulière, c'est l'État, récurrente d'un État qui aurait oublié, qui serait parti. Donc, une espèce de retour désiré, réclamé d'un État. C'est surprenant. C'est surprenant qu'on ait été autonomiste, indépendantiste, souverainiste. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Souverainiste, c'est étonnant qu'on ait quasiment fait un référendum pour avoir une assemblée. C'est étonnant, avec quelques patatements pour être vulgaire. Et puis que, et que maintenant, à la moindre que vous un problème d'eau, dont nous avons totalement la maîtrise, on va chez le préfet régler le problème. C'est surprenant qu'on nous avait donné. Voici un élément qui est passé un peu inaperçu. Il existait une institution qui s'appelait la MIV. La MIV était une institution de tous les exploitants agricoles, de la filière viande, qui avait pour objet de répartir les fonds européens entre les exploitants agricoles, entre les éleveurs. Et de répartir le prélèvement d'une taxe à l'importation. Oui, de répartir des sous. Donc voilà des gens, donc des Antillais, des nègres de ce pays, qui prenaient les fonds européens, ça passait pas par le préfet, ça passait directement alors ils se sont débrouillés, on ne peut pas ouvrir le dossier de la MIV, ils se sont débrouillés pour que finalement l'État supprime la MIV et reprenne la gestion de ces fonds européens qui sont distribués aux exploitants, aux éleveurs de porcs, aux éleveurs de poules, aux éleveurs de cochons. Un troisième exemple, et vous allez conclure, j'ai l'impression. Hein. J'ai conclu en fait que ce pays a besoin de l'État. J'ai compris que ce pays a besoin de l'État, que ce pays a besoin de boucs émissaires, que ce pays a besoin de prétextes, que ce pays, parce qu'en fait, j'ai compris que beaucoup de gens sont très satisfaits du système. Quand vous dites beaucoup de gens, est-ce que ce n'est pas la majorité des gens? Oui, la majorité est satisfaite du système. Mais tout le monde, en fait, tire intérêt de cette situation. De cette situation ambiguë, de cette confusion. Alors, sauf les idéologues, ou sauf les passéistes qui tiennent le même discours, ouais, et qui ne correspondent pas à la réalité, qui ne correspondent pas non plus aux exigences et aux besoins. Qui ne correspondent pas souvent à leur propre comportement. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, on a le droit de dire des trucs à la télévision et puis faire le contraire. Non, mais c'est pas grave, parce que c'est individuel, c'est pas grave, ça touche pas. Ils ne sont pas tels si nombreux que ça, donc c'est pas grave. Oui, mais ils sont quand même là pour donner l'exemple. C'est sûr que l'exemplarité, c'est la meilleure pédagogie qui puisse exister. C'est peut-être pour ça qu'il y a des petits jeunes. C'est peut-être pour ça que les petits jeunes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, et puis vous êtes sur le schéma du bouc émissaire, un peu comme le professeur Aimé Charles. Oui, c'est la notion de bouc émissaire. Oui, mais ce paradoxe majeur d'un pays qui revendique son autonomie, nous sommes capables de faire des choses tout seuls, et qui dit finalement, les mecs, venez l'État. Une anecdote. On me confie un petit paquet une fois apporté à l'hôpital de Sainte-Lucie. Écoutez bien l'histoire. C'est pour ça qu'on vous invite, c'est parce que vous nous racontez des histoires. Un petit paquet comme ça, il faut le garder au frigidaire.
je le mets au frigidaire. Faut pas y prendre chalet. Ah oui, je le prends, je le porte avec quelques années, je l'oublie, il faut retourner le chercher, mais ça n'intéresse pas les spectateurs. Je l'amène à Sainte-Lucie et je l'amène où il fallait l'amener, c'est-à-dire à l'hôpital de Sainte-Lucie. J'arrive devant l'hôpital de Sainte-Lucie, c'est une réalité. Et quand on disait des choses comme ça avant, quand on était plus jeune, ça me révulsait. Je me disais, mais quel mépris pour nos frères de la Caraïbe, qui sont pauvres, qui sont, etc. Et qu'est-ce que je vois? Mais l'histoire va se terminer bien. Je vois un dispensaire, comme un dispensaire qu'il y aurait eu à Grand-Rivière. Je sais que tu es derrière, je vais changer. Marigot. Je suis très fier. C'est de Grand-Rivière. Je suis très fier de C'était la provocation. Un petit dispensaire de communes. De communes, en général. Je me dis, waouh. Bon. Renseignement pris, alors maintenant, à la gloire de nos élus de notre pays Martinique, hein, c'est une petite Sainte-Lucienne qui avait une maladie orpheline, qui a été traitée ici à la MENA. On lui a trouvé un traitement singulier, grâce à des tests, à des essais de haut niveau à la MENA, si décrié, et on continue à la traiter via l'hôpital de Sainte-Lucie. Il a bien fallu, après plusieurs mois, la faire rentrer chez elle, psychologiquement, elle n'avait pas tenu le coup. Et donc, régulièrement, on lui envoie un petit paquet. Et je demande à la personne qui m'a confié le petit paquet, mais combien ça coûte? Mais dis-moi combien ça va coûter. 2500 euros. Je lui avais 2500 euros, le médicament, j'avais ça avec moi, oui. Et comment il paie? Je lui dis, mais ensuite, il y a des inspections, des contrôles. Et elle me dit, les élus martiniquais, ça va être debout devant les inspecteurs aux yeux bleus. Il leur dit, mais ça va être réglé. Et chaque année, on répète avec beaucoup d'assistance, et ça n'est jamais réglé. Ça, c'est la vraie coopération entre les fraternels. Ouais, tout à fait. Ça me permet de dire que, on a la MENA. Qui est décrié, qui est suffisant, que la pétition s'écaille, mais on a la MENA. Je continue mon histoire. Mais je porte ça quand même comme une sorte de plaie. Et puis récemment, je vois que Sainte-Lucie a ouvert un méga hôpital, sur leur propre force, avec leur propre dignité, avec leur propre effort. Ils ont ouvert un très bel hôpital avec un outillage moderne et tout. Est-ce que l'histoire se termine pas bien? On continue. Avec plaisir. Les hommes politiques. Il y a des gens qui disent, oh là là, c'est une vacuité, alors un vide total, à la fois sur le plan de l'initiative, sur le plan de la vision. Alors il y a des mots, ça c'est le gros mot parfait. Je veux dire, quand vous dites un homme politique, c'est quoi votre vision? Vous vous projetez, etc. Bon, vous prenez une volée de bois vert. Et puis il y en a d'autres qui disent, pas du tout. Dans les années 60, on était grosso modo dans une situation catastrophique. Ils ont construit un pays parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Et bon, maintenant, il suffit que les autres prennent le relais et puis on partira dans des choses plus sophistiquées. Vous vous situez où entre ces deux jugements? Toujours entre les deux. Un peu facile. Non, pas facile, un peu courageux. C'est trop facile de s'indigner, on le disait tout à l'heure, de s'indigner ou bien de se gousser, de se satisfaire de la situation. Vous dites que les gens... Je ne suis pas satisfait. Tout le monde s'indigne. Tout le monde s'indigne de tout. M. Adist, elle a écrit ça, ou s'il a écrit, je ne sais pas. Enfin bref, revenons à nos élus. Il y a des élus qui sont des élus courageux, travailleurs, laborieux. Il y a des élus qui sont des feignants. Il y a des élus qui sont des farceurs. Il y a des élus qui sont des saltimbanques. Il y a la répartition faite là selon ce que vous estimez être sérieux. Mais ce que je reconnais quand même, c'est que les élus, ils ont quand même les mains un peu liées. Or, la partie affectée, tout affecte de leur budget, parce que c'est l'argent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors expliquons un peu la partie affectée. Ça veut dire que lorsqu'on a 60% de ces revenus, de ces intrants financiers, pour employer un terme agricole, à consacrer à des salaires ou à des charges fixes, des allocations à verser, le RSA, des choses comme ça. Le peu qui reste, ça laisse pas beaucoup de part à la créativité. Et lorsqu'on est obligé de procéder à un saupoudrage, parce qu'on ne sera pas réélu. Pour le petit peu qu'on arrive à faire, il faut donner un petit peu à Marajo, il faut donner un petit peu à Dorné vous son Begin Jazz. Qu'est-ce qui reste pour effectivement avoir une grande ambition, un grand plan, un grand projet? Alors il faudrait que tous les élus, maires, EPCI, le PCI c'est les regroupements, les communautés d'agglomération, disent bon, on va baisser les salaires, mais comment ils vont faire? Ils sont en pays français. On va prendre une marge plus grande pour la part d'investissement, et puis on va avoir un véritable plan de développement, et puis qu'on va respecter, c'est-à-dire une usine là, une création là. Mais ce n'est pas possible dans le contexte. Mais quelle vision noire, sans jeu de mots, pour les petits jeunes là. Quand on va commencer à leur expliquer ça, ils vont dire quoi?
Parce que apparemment vous dites on leur a pas dit ça. Non, moi, voilà ce que je vais dire pour eux. Je vais dire, arrêtez de vous crêper le chignon. Arrêtez de vous opposer pour des fausses idéologies qui n'existent pas. Arrêtez de vous dire que vous êtes de gauche, de droite. Je crois que c'est les gens de droite seulement qui disent plus qu'ils sont de droite. Tout le monde est de gauche et dans une gauche à géométrie variable. Dites simplement que nous sommes martiniquais, que nous sommes pour la Martinique et puis qu'on travaille pour la Martinique. Vous travaillez pour la Martinique. Et puis passez pas brusquement d'une contestation extrême des institutions françaises, un légalisme étroit. Il se reconnaîtra. Un légalisme étroit avec des textes que l'on cite alors que peut s'en affranchir, qu'ailleurs même, à la source du droit on s'en affranchit. Soyez souple, soyez martiniquais réellement. Et puis soyez martinique, soyez. Je trouve que ce mot, soyez martiniquais. Parce que ça c'est-à-dire que pensez à tous les Martiniquais en même temps. Ça a un ADN particulier, le Martiniquais. Non, mais c'est sur une île qu'on les a laissés là. Ah. On les a mis là, et puis ils sont rentrés d'attente, donc il faut, toi et moi, vous et moi, on évoque souvent ça. Ben, il faut qu'on se débrouille, Bon, Dieu mettait un nègre là, il était bien parti. Sans fait. Vraiment là. Je suis ici. Voilà, alors, la conclusion, c'est seul peuple au monde, le recommande une nouvelle santé, qui a bon en position géographique. Voilà. C'est bien. Le pays. Alors, il y a des gens qui disent, oh là là, c'est pas un pays, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Vous partagez cette vision? Non, pas du tout. Le monde est un hôpital psychiatrique. Le monde. Ah oui, c'est la planète. La planète. Ouais, mais ici, on est bon quand même, dans la complexité. Ici, on se parle. Ici, on se dit bonjour. Ici, on échange. Ici, on s'entraide encore un peu. Ici, on s'aime. Moi-même. Ici, on se déteste, malheureusement. La détestation tend à prendre le pas. Ici, on danse, on chante. Ouais. La musique est centrale. On s'amuse. On travaille, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ici, on travaille. Ouais. Je le sais par mon expérience professionnelle. Sinon, le système ne fonctionnerait pas. Et puis, malheureusement, les rouages sont insuffisants, ceux qui sont responsables des postes clés. Et puis, il y a cette lourdeur administrative, et puis il y a ce fonctionnement politique, cette nécessité pour être élu, de faire toutes sortes de choses qui ne sont pas directement liées à la fonction politique et professionnelle, qui alourdissent le système. Mais ça va s'améliorer, avec les jeunes qui sont là, qui vont les pousser dans le dos. Je sens une petite ironie, malgré tout. Non, une lucidité. Une lucidité. Quand la lucidité s'empare de l'ironie, c'est pas jusqu'à là. Alors, vous aurez remarqué que j'ai volontairement mis entre les hommes politiques et le sujet qu'on va aborder, le pays, histoire qu'on ne me colle pas encore ce qu'on pourrait appeler une espèce de lubie. La corruption. Alors, il y a eu une conférence extraordinaire d'André Lucrèce à Schellcher, il y a quelques mois, sur la corruption. Totalement inédite. Et l'idée, c'est que cette corruption est consubstantielle à l'équilibre de cette société. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Non, je pense que s'il y a quelques caisses qui fonctionnent pour les partis politiques au niveau, on avait évoqué ça, je crois que c'est sur cette chaîne. Mais il n'y a pas que les partis politiques. Non. Oui, s'il y a que, je pense pas que ça. Je ne suis pas témoin de corruption manifeste et patente. Parce que bon, il y a eu quelques affaires qui ont été jugées quand même à Martinique. Je ne suis pas témoin, je n'ai pas connu ces dossiers. C'est pas, je me donc, vous défilez, Gérard. Parce que vous avez entendu parler de choses gravissimes. Oui, mais je n'ai pas vu les dossiers. J'étais pas dans le dossier. Oui, je suis un homme de dossier. Alors, vu la récurrence, le mot que vous aimez bien, de ce type d'affaires... Bon, citons les affaires. Non, vous. Oui. Non, on va pas embêter les gens. On n'est pas là pour ça. Oui. Bon, ils ont failli. J'ai donné ma réponse. Je ne pense pas que la corruption a atteint un niveau ici qui soit un niveau insupportable. Oui. Si c'est une corruption humaine, simple,
fais ça pour moi, rends-moi service. Okay, bon, vous pensez que ça n'a pas pris une autre dimension? Je pense. Et si on vous dit blanchiment d'argent, on est toujours dans des cas qui ont été jugés par la justice. Si on vous dit blanchiment d'argent, apparition inopinée de multiplicité de bazars, d'épiceries, dont le nombre de clients est relativement faible, mais malgré tout, avec un apport régulier à la banque tous les jours, ça ne vous dit rien? Je ne vais pas jusque-là. Je dis que je ne comprends pas que certaines boutiques ouvrent à 10 heures pour fermer à 15 heures. Gérard, allez, dites-nous ce que vous pensez. Parce que ça, c'est une nouveauté par rapport à 1940 ou 1960. Je répète que le seul constat que je fais, c'est bizarre. Qu'on ouvre à 10 heures du matin et qu'on ferme à 15 heures, parce que à mon cabinet à Fort-de-France, quand je faisais beaucoup de cabinets. Vous voyez ça? Je ne voyais pas, j'entendais à 15 heures, des rafales de mitraillettes, c'était les rideaux métalliques que l'on baissait. Ouais. Je me disais, comment peut-on en 4 heures de temps faire un chiffre d'affaires où tous les pays du monde, les gens restent ouverts à 16 heures, on fallait sur nuit et jour. Mais ça, c'est ma seule, et ce n'est pas du tout un jugement scientifique. Au-delà de cette interrogation, on va dire économétrique, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une interrogation, on va dire morale, politique? Parce qu'un pays qui bascule dans ça, enfin, pour les gens qui nous écoutent, il y a tellement d'argent. Ici, on estime que le trafic de drogue local, c'est 150 millions d'euros. Quand même, c'est pas énorme, mais c'est bien, ça permet de faire fonctionner quelque chose. Et puis, on estime que la transition, ce qui passe fort chez nous, c'est environ 1 milliard d'euros. Ah oui, oui. Bon, genre, est-ce qu'on n'est pas menacé? Nous? Oui. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude... Moi, je crois qu'on est excessivement menacé, pas par le trafic, mais par la drogue elle-même. On est excessivement menacé. Bon, mais une société qui est malheureuse, une société qui crée les germes, qui crée la menace, une société où il n'y a pas de bien-être, une société qui mais vous venez de décrire une société où on se parle, on s'aime, tout ça, donc on est malheureux. Non, mais il reste ça quand même. Non, il n'y a pas de contradiction. Ouais. Il n'y a pas de contradiction. Il y a aussi de la détestation. Il y a aussi il y a aussi des vociférations, il y a aussi des cris d'éhurlement, il y a aussi qu'effectivement, plus souvent qu'ailleurs, il y a même peut-être des insultes, mais des menaces sourdes. Sur les insultes, on est climatisé, on ne les entend pas tellement, mais des menaces sourdes au volant, parce qu'il y a une tension liée au trafic, etc. Mais je parle de la relation humaine ou familiale ou sociétale, enfin, ou le groupe ou le quartier ou la commune, ça existe encore. C'est de ça que ça tient toujours. Oui, mais les menaces bon, ça, c'est ce qu'on évoque, c'est l'une des illustrations des menaces. Il y en a bien d'autres. Vous êtes optimiste? Je ne suis pas pessimiste sur la société martiniquaise. Je ne suis pas... Le seul problème qui quitte, c'est le problème démographique. Là, ça c'est inquiétant. Mais de voir ces jeunes me donnent de l'espoir. Ces jeunes, on qualifie de toute sorte. Mais pourquoi eux vous donnent de l'espoir? Et pourquoi les autres jeunes qui évidemment sont moins démonstratifs, ne pètent pas des statues, ne bloquent pas des centres commerciaux, etc., sont moins démonstratifs, mais peut-être qu'ils font un travail tout aussi important. C'est sûr. Par exemple, c'est un sujet qu'on va aborder là dans quelques minutes. Il y a des jeunes dans la religion qui font un travail social formidable. Il y a des jeunes dans les entreprises. Il y a un patron d'entreprise, un jeune bliqué, qui m'expliquait que tout son staff, ce sont des Antillais. C'est pas une société de bliqués mineure. Rien par rapport à Bernard, mais quelque chose quand même de costaud. De costaud. Qui m'expliquait que son directeur était Martiniquais, il me dit tous les cadres avec les appellations modernes que l'on connaît, marketing et tout, que ce sont des Martiniquais, des jeunes Martiniquais, et qui ne veulent même pas entendre de problématiques dont nous entretenions lui et moi, sur l'esclavage, sur la relation avec et tout, mais ça ne les intéresse même pas. Ils sont pour l'entreprise, il y a aussi tous ces jeunes-là. Mais il y a ces jeunes-là, et il y a ces jeunes, et puis il y a les jeunes troublions. C'est sympathique, hein. J'ai pas employé les troublions dont vous parlez, c'est ceux que Osier Lafontaine. Non, c'est ceux les jeunes actifs, les jeunes qui bougent. On va dire les jeunes océanistes. Ouais.
Parce que je ne veux pas dire activiste. Ah, d'accord, vous parlez du groupe Ouais. des jeunes. Ceux-là, je crois en eux, parce qu'ils vont progresser, ils vont s'instruire, ils vont progresser, ils vont mettre de l'énergie. Parmi eux, il y a une jeune fille douée qui, de toute façon très originale, avait refusé de passer le bac, l'épreuve de français, parce que Victor Hugo... Alexandre Osier-Lafontaine. Voilà. Bon, donc ça, c'est super comme position. Elle se trompait peut-être, parce qu'il a tout écrit, Victor. Tout le monde a tout écrit, et vous et moi, on a tout fait. Bon, une chose est au contraire. Tout fait, c'est pas sûr, mais à peu près. Mais la fameuse complexité. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça extraordinairement à l'époque intéressant. Donc on a ressorti l'article d'Antilla qu'on avait fait à ce sujet, et qu'elle soit là encore, qu'elle n'ait pas entre-temps fait 3 gamins, puis qu'elle ne soit pas rentrée dans les rangs. J'ai trouvé ça bien. Elle est dans l'erreur, mais elle est intelligente. Donc elle va vite comprendre qu'il faut qu'elle se corse, qu'elle s'arme. Elle a un potentiel. Elle a un potentiel terrible pour être une élue active, et puis une élue qui dira qu'elle sera capable de dire on va baisser les salaires de la collectivité quelconque, et on va investir plus dans ça, on va suivre un plan, on va créer de l'emploi, on va faire des jeunes restants. Donc on va la retrouver dans quelques années à la tête de... Si Dieu lui prête longue vie. La religion. C'est quelque chose d'individuel. Vous êtes à fond dedans. Attendez, laissez-moi introduire le sujet. Oui, mais vous êtes à fond introduisez-le bien. Oui, introduisez-le bien. Vous êtes à fond dedans après avoir vécu des moments de folie existentielle durant votre jeunesse. On va en parler tout à l'heure. Oui, mais aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix actif, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas dans l'adoration, vous êtes dans l'action. Okay ? Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de cette capacité qu'a David Macaire de réunir 12 000 jeunes dans un stade alors qu'il n'y a pas un seul mec traditionnel de la politique qui soit capable de faire ça. Enfin, de temps en temps, il y a un dénommé Kémy Séba qui arrive et qui remplit le machin, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette espèce de renouveau exceptionnel de la religiosité? Parce que je crois qu'il leur parle. D'abord, lui, l'individu lui-même, il a un charisme détonnant, en tant que personne. Sa formation, sa jeunesse, son intelligence. C'est vrai, bon, il y a ça. Il y a aussi que, donc, jeune, il parle à des jeunes. Il connaît l'aspiration à la spiritualité de ces jeunes. Et de ces jeunes seulement? Parce que c'est... On parle, les 12 000, on parle des 12 000. Oui, non, mais comment il fait? Ben parce qu'il a le mot juste, parce qu'il a l'utilisation moderne de concepts millénaires, mais qui sont réactualisés et qui s'appliquent qui donnent des explications, qui donnent un éclairage au monde nouveau. Mais le public qu'il touche est hyper réceptif à ça. On dirait. Ben là, c'est une question de communication. Mais vous êtes sûr de ça? Il le fait bien. Il le fait bien et il sait toucher où ça fait du bien. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle il y a un retour au-delà des jeunes, hein, bien sûr. C'est ça qui est le plus symbolique de ce renouveau. Ce serait des gens de 80 ans qui débarqueraient dans un stade. Je dirais bon, il n'y a pas de gros renouveau. Ils sont déjà convaincus. Mais ça touche toute la société martiniquaise. Bon, alors, au-delà de l'Église catholique. Hein. Allons quand même mettre beaucoup de bémol à tout ça. De tout temps, même lorsque l'Église locale a eu des problèmes, au niveau de son sommet pour le plan local, il faut le dire, l'évêque a eu des problèmes avec des prêtres. L'évêque est allé à Martinique Première, je ne sais pas si c'était Martinique Première déjà. Oui, là vous parlez du précédent. Oui. Même lorsqu'il y avait ces ramdams, les églises sont remplies à toutes les messes. Les églises sont remplies à toutes les messes et tous les jours, il y a plusieurs messes dans les églises. C'est-à-dire que s'il y avait une billetterie, il y aurait eu un tout petit peu moins de monde. Mais il serait riche. Il serait riche. Il ne faut pas oublier ça quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a un fond de religiosité dans ce pays-là. C'est ça qui m'intéresse. Bon. Au-delà de l'Église catholique. Parce que quand je m'intéresse aux adventistes, je vois le nombre de fidèles qu'ils revendiquent, parce qu'ils communiquent sur le nombre de fidèles. Donc on est sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je me dis, qui est-ce qui en Martinique ne croit pas à Dieu? Oui.
Oui. Il reste pas beaucoup de monde. Hein. Il reste pas beaucoup de monde. Alors, s'il y a pas beaucoup d'athées, et tout le reste, ce sont des agnostiques, comme on dit. Ils cherchent Dieu en quelque part. Oui. Ils le cherchent dans le syndicalisme, ils le cherchent dans la politique. Ils le cherchent dans la politique, mais ils cherchent Dieu. Ouais. Ils cherchent Dieu, ils cherchent... Donc, en fait, le lien à Dieu dans notre société est primordial. Oui, je crois que notre spiritualité, on a, à l'origine, chez les Yoruba, chez les Bantous, chez les Peuls, il existait une certaine spiritualité aussi. L'explication du monde, la quête de l'au-delà, le culte des ancêtres. Les Dogons, etc. C'était pas nouveau. On a substitué cette multitude de dieux, un seul Dieu. Bon, peut-être, c'est que curseur qu'on a déplacé, une multiplicité qu'on a réduite à un Dieu unique. Donc ça, c'est nos racines historiques, en fait. Aussi. Ouais. Aussi. Mais on n'est pas arrivé complètement matérialiste ici, quoi. Mais est-ce que la situation sociale, la situation économique, cette espèce d'isolement que nous vivons en permanence ne sont pas à l'origine de cette espèce d'attachement? Très certainement. Très certainement que notre besoin, notre désir de comprendre l'au-delà, de nous réunir, de nous retrouver, de partager, très certainement que c'est pour pallier beaucoup de choses, beaucoup d'insuffisances dans le monde actuel. Et comment vous expliquez que le personnel politique soit aussi éloigné dans son discours de cette réalité-là, contrairement par exemple aux États-Unis? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ici, on a décidé que la République, c'est quelque chose d'excessivement correct et que la République, c'est nous. Que la révolution de 1789, où, à tort ou à raison, mais certainement à tort, attention, donc je ne vais pas être iconoclaste, on a guillotiné des milliers d'hommes, c'est une référence à laquelle on doit. Il était mérité. Ils sont allés chercher les Anglais pour se défendre. Mérité, fait sans couler, que Danton, Robespierre, c'est très bien. Racher, couper, c'est très bien. À partir du moment où on prend ça, parce qu'on est un intellectuel blanc dans sa tête, de gauche, et qu'on croit à Maurice Thorez, et puis après on croit, il y a des exceptions, on a dit non, on a fait la lettre à Thorez, on s'est éloigné, etc. À partir du moment où on est dans ce paradigme, on ne peut pas se sortir de là, et de ça, et puis se dire, bon, ben, écoutez, je ne cache pas la foi. Ils cachent leur foi, la plupart d'entre eux. Et pourtant, et c'est d'actualité, puisqu'il y a des textes, il y a même des leaders charismatiques ici qui font référence à cette idéologie, le noirisme qui intègre les fameux 3 piliers, l'autocratie, le racisme, okay, donc couper la tête des mulattes, couper la tête des blancs, etc. Et puis la spiritualité vaudou. Oui. Ça s'inscrit dans une idéologie politique. C'est là, à l'inverse de l'idéologie socialiste, communiste, etc. Oui, c'est une tentative une quête d'originalité. C'est simplement que c'est vraiment un galimatia, parce que on va au Bénin qui est ouvert, aux sociétés qui est ouvert, il n'y a pas de racisme. On va au Bénin qui est le source, qui est la pépinière du vaudou. La maman du vaudou. Il n'y a pas ce secrétisme étrange et bizarre entre racisme, négrisme, autocratie, au contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça vient de nous, quoi. On est dans un fantasme absolu, là. Oui, mais ça, c'est une rigolade, ça. Mais c'est pas un danger? C'est pas un danger parce que ça reste un danger tant qu'on ne va pas sérieusement prendre en main les élus, les politiques, les familles, la question de l'éducation de ce peuple-là. Il faut éduquer ce peuple avec des choses dont il a besoin. Il a besoin de comprendre certaines choses. Il a besoin de comprendre l'abolition de l'esclavage. Il a besoin de comprendre ce que c'est que le traumatisme post-esclavagiste. Il a besoin de comprendre la fonction et le rôle de chaque intervenant, chaque rouage, de Bicêtre, de Schellcher, du néo-romain, leurs valeurs, l'importance de leur complexité, de ce qu'ils ont fait. Et il a besoin de se situer pour se dire, je vais appuyer sur ça pour créer un monde nouveau. Je ne vais pas créer un monde nouveau avec des idées d'exclusion, des idées qui m'obsèdent, qui me torturent, qui me donnent la haine et qui m'empêchent d'avancer, qui m'alourdissent. Je veux être léger, le pardon, la rédemption, je veux être lumineux, je veux avancer dans cette terre, je veux créer, je veux faire des enfants, je veux rire, je veux chanter, je veux m'amuser et travailler. Pourquoi ça a du mal à intégrer, à diffuser
Parce que là, vous êtes en train de dire à tous ceux qui ont fait ce travail-là d'explication, tous les historiens qui ont écrit, toutes les émissions télé, tout ça, que les mecs, vous avez pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à l'école qu'on met des valeurs comme ça dans la tête des gens. C'est à l'école qu'on devrait commencer depuis la maternelle. Depuis la maternelle, à montrer ce que village, de montrer ce que c'est que les captifs esclaves nègres, expliquer qu'il y avait l'esclavage avant qui était fait par les Arabes. Vous savez que l'éducation nationale est gérée par l'État français. Mais je vous le rappelle. Moi, je vous rappelle qu'on a voulu imposer le créole, on a voulu imposer le tambour capé en tête tout partout. Si on voulait imposer réellement une connaissance de l'histoire, donc ça vient de nous, ça. Fait. Mais c'est évident. C'est nous-mêmes qui parlait dit ça dans l'école là. Ah non, mais est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'il y a un consensus réel pour que les programmes soient impactés par une vraie connaissance? Pas la maternelle, ça c'est clair. Non, mais c'était une caricature. Oui, mais on peut commencer par des dessins. Bon, allons quand même donner un pas au Liron, la Caraïbe, qui font un travail, c'est des profs d'histoire géo qui font un super boulot. Oui. Mais bon, là, c'est plus à la maternelle. C'est pas des groupuscules, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des professeurs, ce sont tous les professeurs qui devraient être conscients du fait que ça va pas. Il faudrait déjà les conscientiser. Les conscientiser. Mais bon. Mais vous connaissez la formule, moi, quand dit au bœuf flamand, on va dire, mais non, il est anglais. C'est de ça que nous parlons. Et on tourne en rond. En permanence. Bon, je sais que c'est aussi un de vos dadas, les projets. Est-ce que vous avez des choses en cours, là, sous le feu parce que vous n'arrêtez pas, on peut parler de vous, là. Oui, mais dans l'ombre, je continue à faire. Mon projet immédiat, c'est le prochain festival Big in Jazz, qu'on ne pourra nécessairement pas faire comme on le faisait avant, avec 500, 700, 800 000 personnes, à la Balouza, les comptons ensemble, on est allongé sur le gazon, on se donne la main, on se check. On s'embrasse. C'est fini, ça. Donc, c'est fini pour un moment, voilà, en fait. Oui, pour un moment, j'espère. Enfin, sauf si la bête revient. Mais oui, peut-être que la bête va revenir. Escapé au prou, là, c'est pas elle, c'est son cousin, il vient là. Donc, nous avons pensé, voilà comment c'est venu. Le président Marie-Jeanne, à la séance, à la soirée inaugurale du festival au Bakwal, est venu et avec le sens des formules qu'il a, il nous a dit que pour lui, il estime que ce festival, c'est un festival big, je veux dire gros, in jazz. C'est la même sonorité que Big in Jazz. Je trouvais ça très plaisant, big, plus loin, in jazz. Et puis en même temps avec les jeunes, parce qu'on a des jeunes, on a formé des jeunes, on a une pépinière de jeunes. Vous aussi. Oui, nous avons nos jeunes qui travaillent dur toute l'année sur le graphisme, sur le montage, sur les films, sur les vidéos. Les jeunes, ils ont tout doucement, effectivement, fait le festival qui était un festival, je vais dire pour caricaturer, festival des Frères Bernard, festival local, du jazz qui commençait. Ils ont introduit l'afrobeat, ils ont introduit, vous avez vu au fur et à mesure de l'évolution ils nous ont ouvert d'autres musiques, ils nous ont ouvert, on a fait venir des Argentins qui avaient la même conception de prendre la musique authentique et de l'ouvrir à la syntaxe, à la grammaire du jazz, etc. Donc ils ont travaillé tout ça, on a travaillé ça ensemble, et le festival est réellement un festival spécifique, particulier, afro-caribéen de jazz, donc, mais il faut le faire cette année. Et ce que nous avons décidé de faire, quand vous dites cette année, c'est 2020. 2020. Le festival, souvenez-vous, il se déroule toujours à la mi-août. Ce que cette année nous avons décidé de faire, c'est de faire un long festival, mais in the cloud, Big in Jazz in the cloud. C'est-à-dire qu'on va passer, j'espère que ça marchera, une convention avec Martinique Première pour que pendant un mois, le stock d'images de Martinique Première sur 18 ans, sur 17 ans de festival, qu'on le rafraîchisse, qu'on le rajeunisse, qu'on le monte. Nous allons faire une résidence d'artistes avec pour perspective au final de faire un spectacle, mais avec la distanciation sociale, mais le tout avec toujours une perspective de faire du visuel, du filmé et du son de qualité. Et avoir des produits au niveau international, parce qu'il existe des chaînes, parce que surtout qu'ils sont en manque, tous leurs festivals ont été supprimés. Et déjà, nous avons une synergie avec Jazz à Vienne. Ils nous ont dit, mais fouillez un peu dans vos stocks, parce qu'on n'a rien à offrir à nos fans
à nos followers, c'est ça, sur Facebook, etc. Donc on pense avec les festivals, monter, donner du produit, donner-nous du matos pour qu'on puisse alimenter, donner du biscuit pour qu'on puisse alimenter. Donc on a déjà une première vidéo qu'on leur a envoyée en collaboration, jazz à Vienne, Begin Jazz, qui passera sur le réseau avec la saxophoniste dont j'oublie le nom, mais peu importe, qui était passée à Begin Jazz. Très bien. Donc ça, il y a ça. Mais il y a autre chose. Il y a simplement que je suis très très attaché au patrimoine, notamment au patrimoine, aux monuments. L'église est propriétaire de 40% du patrimoine bâti et protégé. L'un des fleurons du patrimoine de l'église, c'est le Sacré-Cœur de Balata. Cet immeuble, c'est un immeuble au sens juridique du terme. Cet édifice avait été construit en 1928. Alors, je voudrais quand même dire aux Martiniquais que l'on dit fainéant qu'il a été construit en 18 mois. Par des Martiniquais. Par des Martiniquais. À dos d'hommes, en prenant des pierres à la rivière plus bas, dont j'oublie le nom, monsieur, tout simplement, en remontant et en utilisant les mulets du Béquet et de l'usine Dillon. Oui, tout ça. Pour construire cette œuvre avec sous la férule du père de Jam, encore un autre, et avec la prière pour commencer. En 18 mois, ce sanctuaire, cet édifice, cette église, qui est à l'image du Sacré-Cœur de Montmartre, qui est le 5e Sacré-Cœur de Paris, qui avait été fait pour honorer les morts, tous les morts de la Première Guerre mondiale, et puis aussi parce que avec cette immigration des gens de Saint-Pierre et du Nord après l'éruption, il fallait dans cet endroit, c'est là que ce quartier a été créé, il fallait un lieu de culte à l'image de la population, à la proportion de la population. Donc cette église a été faite, mais malheureusement elle avait été faite, c'était les débuts du béton, elle avait été faite avec effectivement du métal, mais avec du sable de mer. Et donc voilà donc ce magnifique ouvrage qui se fendit et qui risque de s'effriter. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, le sable de mer, il n'était pas dessalé. Il y a du sel et le sel... Il corrode le fer qui gonfle et il pète le béton. Voilà. Pareil pour l'église de Sainte-Thérèse. Donc c'est une chose à laquelle nous sommes attachés, à savoir sauver cet élément du patrimoine, toute religion exclue. Il n'y a pas que des gens après de religiosité qui me donnent un coup de main sur ça. Et il m'est arrivé une aventure à l'occasion de cette aventure, de suivre un travail politique qui avait été fait, mais ouvert et positif, comme tous les élus devraient faire souvent, par un élu, on va dire son nom, sur Yann Monplaisir. Il avait créé une commission ad hoc où tout le monde a défilé, où il a reçu les instances financières, politiques, administratives, sur la question de réhabilitation du patrimoine dans une perspective économique. On dit touristique, soulever. Oui, il faut le dire le mot. Et donc j'y ai participé. Et j'ai donc vu comment peut-être envisager de mettre tout ce savoir à disposition Et puis, au terme de ces travaux, il m'a été proposé de patronner, de m'occuper d'une association qui regrouperait des fondations, des personnes de ressources, des professionnels du patrimoine pour penser, réfléchir à aider. Alors, une primeur, je vous la donne, parce que quand j'en ai parlé, je veux travailler j'ai assez communiqué, on m'a assez vu, mais je suis on est là pour que je puisse parler. Pour les journées du patrimoine avec les services de la DAC, dont je reconnais les immenses mérites, un peu de flagornerie. Ça peut aider. Non, le nouveau directeur est excessivement correct. Il a eu une carrière dans des endroits, justement, exotiques au sens étymologique du terme. Bref. Et il a compris le rôle de la culture dans ce pays, la culture des pays dans le propre pays où il se trouve. Pays en liaison naturellement avec la France dans ses fonctions administratives. Et donc nous allons déjà sortir un vadémécum, une sorte de petit opuscule qui me permettra à vous, à moi, à tout qui dame, de savoir comment opérer, s'il a un moulin, s'il a une maison classée, authentique, pour réunir les fonds, trouver des spécialistes, les compagnons du voyage pour la construction. Une espèce de guide de la réhabilitation. De la réhabilitation
à vocation historique et Mais je crois qu'on patrimoniale. avait commencé à travailler sur ça, ça fait quelques années. Je pense qu'on va continuer. Et puis vous nous avez lâché. Non, Pas de promesse d'Yvonne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, l'économie. L'économie de la Martinique. Ouais. Ce qu'on nous annonce, alors je sais que c'est un peu votre dada, vous aimez ça. Oui. Vous aimez ça, les traders. Oui. J'aime ça. les- Ça surtout lorsque nous faisions des émissions ensemble. Mais ça va recommencer, ne vous inquiétez pas. Les multinationales, etc., etc. Et je pense que nous avons beaucoup œuvré pour que les gens Oui. comprennent comment ça Nous avons fait fonctionne. une émission pédagogique. Il ne s'agissait pas de venir, pas de critique sur ceux qui m'ont succédé, pour venir parler comme ça, ça nous radio de venir régler les comptes avec quelqu'un. Non. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, il faudrait redonner à cette émission ses lettres de noblesse. Donc, continuons. Je pense que ça va. Continuons. Ça va porter ses fruits. Il y a une série de gens qui sortent des études ces temps-ci pour nous dire que ça va très mal se passer. Le Covid plus le fait que ça soit une crise mondiale condamne probablement cette économie à passer 10 ans à revenir au niveau de 2019. Et une perspective comme ça, c'est pas très alléchant. Enfin, avec tout ce qu'on vient de dire, ça, cerise sur le gâteau, quoi. Vous partagez ce pessimisme? Relativement, parce que les chiffres sont quand même, les chiffres, la chute du PIB, les conséquences sur la consommation, on ne peut pas nier. Mais est-ce qu'on connaît exactement le contenu des bas de laine de l'épargne? Est-ce qu'on connaît les ressources des gens? En fait, les bas de laine officiels sont énormes. Hein. On est sur environ 10 milliards d'euros possédés par les Martiniquais, les individus et les entreprises, ce qui n'est pas négligeable. Bon, déjà, donc il permet de relativiser. Il faut aller. Est-ce que les salaires des fonctionnaires de la fonction publique vont diminuer, vont être touchés? Ils n'ont pas subi une once de changement, ni à la hausse, ni à la baisse. Bon, et de quoi nous vivons ici? Est-ce que nous vivons sur la production de nos usines? Est-ce que nous vivons sur la production de nos entités économiques? Oui, est-ce que ce ne sont plus les fonctionnaires qui font le là de l'économie. On a tellement entassé de richesses pendant ces 60 dernières années que le matelas est énorme, mais le moteur n'est plus celui des fonctionnaires. Il est plus fonctionnaire, mais il est important. Il est important. Il s'arrête celui-là. Imaginons que le matelas reste bloqué ou bien qu'il brûle. On a un problème. On a quand même ces ressources qui viennent magnifier une économie de façon artificielle. Irrégulière et de manière... là-dessus, je suis peux pas être pessimiste tout à fait. Parce que pandémie suspendue. Parce que pour les gens, la fin du confinement, c'est comme si la pandémie n'existe plus. C'est très marrant d'ailleurs. Une date, hop, c'est un peu comme Tchernobyl, le nuage. Ah, il n'a pas passé les frontières de la France. Le virus là disparaît. Aller dans les supermarchés, on se bouscule. Hein. Ouais. On se bouscule. Alors, est-ce que réellement, ils avaient économisé, donc et puis il faut. Mais les gens se disent que si on se bouscule depuis le 11 mai et on est au début du mois de juin, s'il y avait une épidémie sauvage, ils seraient déjà à l'hôpital, parce qu'il faut 5 jours. On est d'accord. Mais je parle de l'aspect économique. C'est-à-dire les gens qui dépensent de l'argent. Oui. Et j'aurai des achats, j'aurai les rayons, j'aurai ce qu'il y a dans les rayons. Mais c'est terrible, mais c'est une variation de symphonie des produits, mais c'est extraordinaire. Je ne citerai pas ni des enseignes, ni des marques. Ça parlait d'être un pays ruiné, enfin, en apparence, mais ça c'est superficiel. Mais vous savez que des entreprises qui ont arrêté leur activité, et notamment les entreprises des services à la personne et puis les entreprises touristiques, là par contre, elles ne vendent pas de pâtes, celles-là. Hein. Elles vont être plombées, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y avait des aides qui avaient été théoriquement décidées pour passer le cap, et puis que les choses vont reprendre. Hein. Je suis optimiste, les choses doivent reprendre. La nature est horreur du vide, les choses vont reprendre. Il faut l'espérer, en tout cas. Là, le monde ne va pas s'arrêter. Alors, allons un peu plus loin, au-delà de ce constat, on va dire, un peu conjoncturel, de manière structurelle. Est-ce que vous touchez du doigt, vous voyez un changement majeur dans le modèle économique martiniquais? Parce que pendant des années, vous avez fustigé ce modèle classique, on va dire ça comme ça, société dépendante, société autocentrée sur certaines sociétés dépendantes des subventions en particulier, des transferts sociaux, etc. Vous trouvez que ça change? Non, ça ne change pas. Ce qui me rend excessivement malheureux, c'est qu'il y a une marge
extraordinaire d'action possible, avec du courage, avec de l'énergie, avec de l'imagination, et qu'on ne s'en empare pas. Est-ce que c'est du légalisme? Est-ce que c'est un manque d'intelligence? Est-ce que c'est un manque de planification? Est-ce qu'on est embourbé? Je qualifie mal. Alors, je comprends mal les prétextes à inertie. Ah, on nous a laissé un endettement colossal. Oui, mais combien de temps il va rester cet endettement? Alors, quand est-ce que ça va commencer, l'application du plan? Quand est-ce qu'on pourra dire qu'on a investi, qu'on a créé 10 Vous avez emplois? repris votre marteau pour taper sur la tête des politiques, là. Pas tout à fait. Mon maillet. Votre maillet. Une petite parenthèse. Rouge, vert, noir. Est-ce que j'aime ces couleurs-là? Vous, si vous aviez à choisir un emblème, un drapeau, vous choisiriez lequel? Je ne prendrais pas le lambi. Ça y est, vous avez éliminé le lambi. Non, je de la ne prendrais personne. pas le lambi parce que un lambi, c'est quoi? Ça représente quoi, un lambi? Il n'y a plus de lambi là, mais on tape sur le lambi de 11 heures. La corne de lambi, peut-être. Bon, mais qui c'est qui veut? Bon, ça c'est votre opinion personnelle. Bon, Bon, vous mettez le lambi de l'autre côté. côté. Le rouge, vert, noir. Le rouge, vert, noir, il faut bien un drapeau. Et si ce drapeau devient symbole de contestation acide, si ce n'est pas un drapeau qui fait la synthèse, qui fait l'accord, l'harmonie, ce ne sera plus le drapeau des Martiniquais, ce sera le drapeau des contestataires martiniquais. Donc il faudra un jour un drapeau, et qui ne peut pas être bleu, blanc, rouge, qui ne pourra pas être bleu, blanc, rouge. C'était bien évident qu'il ne pourra pas être bleu, blanc, rouge. Ça, c'est clair et net. Donc, tous ceux qui disent pourquoi pas bleu, blanc, rouge, vous dites quoi? Bah, oui, bleu, blanc, rouge, noir, bleu, à condition qu'il fasse consensus. Mais je me suis penché sur l'histoire de l'adoption des drapeaux. Oui. Ça n'a jamais été l'histoire d'un consensus. Hein. Oui, il y a des types qui sont dans un coin, et puis qui ils mettent un drapeau, le drapeau américain, ils sont dans une salle, ils font un drapeau et puis tout le monde suit. Et oui, mais oui, à condition que tout le monde le suive. Oui. Ou qu'une grande majorité le suive. Ouais. Mais vous, le vôtre? Là, aujourd'hui, si vous deviez choisir? Si je devais choisir un drapeau maintenant, Ouais. mais d'abord je choisirais un statut. Non, vous sortez là, vous descendez dans la rue. Quelle question? Stupide, mais Pas stupide. qui a déjà été posée en permanence tous les jours, là. Les gens... alors, c'est quoi? Quel drapeau je brandirais? Ouais. Bon, moi je suis quelqu'un je me suis trouvé, j'ai fait un long détour, je me suis trouvé dans des communautés avec des Vénézuéliens, des Dominicains, quelque chose comme ça, etc. Et on a demandé, il fallait pousser la chansonnette à la fin. J'ai pas été foutu de chanter une chanson. Ni la Marseillaise. Surtout pas la Marseillaise. Ni la Marseillaise. Non, mais à la limite, il faut que du beurre. Je ne connaissais pas la Marseillaise, aucun chant local. C'est une chose à laquelle je ne suis pas attaché. Donc, me demander, mais j'irai les mains ballantes. Ouais. Pour le moment, j'irai les mains ballantes. Point. Non plus. C'est fini. Les mains ballantes. Les mains ouvertes. Les mains ouvertes, avec ce signe que l'on comprend. Bien évidemment. Que tout le monde comprend. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. La diaspora. On a bien l'impression que les hommes politiques ici, à l'exception de quelques-uns, on pense en particulier à Alfred Marie-Jeanne de temps en temps, à Serge Letchimy de temps en temps, à Catherine Conconne de temps en temps, à l'exception de quelques-uns, ils n'en font pas un levier de développement intellectuel, économique, social, alors que, il y a plus de 450 000 Martiniquais à l'extérieur, première, deuxième, troisième génération. Vous partagez l'idée selon laquelle la diaspora est un élément moteur de notre avenir? La diaspora est un élément moteur d'un pays sous-développé auquel cette diaspora envoie des subsides comme Haïti. Ici, on l'estime à 2,8 milliards d'euros quand même. Les transferts. Ouais. Dans un sens. Hein. On n'a même pas étudié, dans le sens extérieur, intérieur. Bon, mais oui, mais ça n'est pas aussi manifeste que dans des pays vraiment sous-développés comme Haïti ou notre pays Saint-Domingue par rapport aux États-Unis, etc. Là, ils sont en millions. Nous, on est. Voilà. Bon. Non, mais même par tête de PIB, c'est pas mal. Par tête de PIB, c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que comment faire pour mobiliser une diaspora sur des querelles intestines,
sur des cancans, sur des gens qui là-bas doivent se réveiller à 5 heures du matin, prendre 3 trains pour arriver au travail, et leur dire qu'ici, au lieu de s'atteler sérieusement à maintenir l'emploi, à créer l'emploi, on se chiffonne sur la Mais Gérard, c'est pareil en Haïti. Je veux dire, si le type qui est oui, c'est pareil. C'est pire en Haïti. Sacramento, c'est pire en Haïti. C'est pire en Haïti, je suis d'accord. Mais ils envoient quand même. Ils envoient quand même. On parlait d'ici. Donc, Oui. donc la question avait été, est-ce que ici, le Martiniquais se rend compte, l'élu Martiniquais se rend compte, le politique martiniquais, que la masse d'émigrés, que l'émigration, le bassin d'émigration peut être une ressource. Oui. C'est pas vous qui aviez commencé à l'époque, c'est pas une question, qui a commencé un travail très sérieux sur les jeunes cadres qui sont de par le monde jusqu'à la NASA et autres, pour les faire revenir, de sensibiliser les élus. De la diaspora. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'il y a une base de données maintenant d'environ. Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a ici l'entité politique qui essaie de les attirer, qui essaie de créer de l'emploi? Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Par exemple, ce travail-là, personne n'est venu nous demander, donnez-nous ça. Qu'est-ce qui explique que... Alors, on a tendance à taper sur les hommes politiques. Ni les hommes politiques, ni les hommes de l'économie. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas une espèce de mouvement de masse des businessmen martiniquais pour dire... faisons, par exemple, ça, le forum de la diaspora, aucun businessman n'est venu nous dire, donnez-nous ça, on va développer. Il y a eu à l'époque, pendant quelques années, oui. Il y a eu des hommes d'affaires d'ici qui se réunissaient pour inciter les jeunes à trouver de l'emploi. Ils se réunissaient à Vincennes. Les journées de l'emploi. Il y a eu ça, donc on ne peut pas le lancer totalement la pierre. Oui, non, mais bon, c'est pas vraiment... l'idée, c'était de trouver dans la diaspora... des hommes pour aller dans les entreprises. On ne parle pas de ça. On parle d'utiliser cette diaspora pour développer l'économie. Comment on peut l'utiliser? En investissant, par exemple. Ah oui. Vous voyez, c'est ça, c'est un levier. Oui. Mais d'abord, il faudrait utiliser le Madeleine que nous avons ici et puis créer une banque locale d'investissement et tout ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Dans ce processus, la solution devrait passer par ici. L'exemple vient venir ici. L'épargne locale devrait être utilisée au développement local. Est-ce que vous avez une face sombre? Des choses que vous regrettez, des combats que vous avez menés en disant j'ai fait des erreurs. La dernière chose que je regrette, c'est que j'étais devant le tribunal, et je vais m'en excuser auprès d'elle, j'étais devant le tribunal avec les professeurs du CEREGMIA, dont j'assumais une partie de la défense. Et j'ai vu la jeune journaliste Lisa David venir ostensiblement avec une longue caméra, se mettre à une trentaine de mètres devant, au bas des marches, et puis commencer à photographier. Et puis l'un des professeurs m'a donné l'impression qu'il marchait vers elle, qu'il marchait sur elle. Donc je suis plus venu pour demander à ce professeur de ne pas l'agresser alors qu'en réalité il fuyait, le brave. Il fuyait la photo, il fuyait. Et donc je me suis retrouvé en vis-à-vis, rapproché avec Lisa David. Nous avons eu des mots désagréables et je lui ai dit des choses que je regrette lui avoir oui, vous avez été tensé pour ça. Ça avait été, oui, c'est ça dont je m'en fous pas mal. Oui. Mais quand même, je m'en fous de ces gens-là qui après sont revenus à Canossa, moi j'ai dans ma main. Mais peu importe, c'est des auteurs, des blogs et des trucs qui sont revenus par derrière. Dis-moi, je voulais te dire, est-ce que tu sais pas que, oui, je dis oui, puis j'ai rendu service, et puis parce que si je la rédemption, le pardon, la légèreté de l'être, c'est ça, je pense à mon confort, c'est tellement confortable de pas... excuse de l'autre côté, et puis vous tapez quand même de l'autre. Mais là, je n'aurais pas dû lui avoir dit ce que je lui ai dit. C'est un petit regret que j'ai. Alors, de temps en temps, je tombe sur les réseaux sociaux, je vois. Donc ce soir, officiellement... Oui, officiellement, je dis à Lisa David de m'excuser. Très bien. Vous voyez, j'allais prononcer le mot CEREGMIA, vous l'avez prononcé tout seul. C'est des affaires comme celle-là qui déchirent un peu le consensus mou qu'on a en Martinique. Est-ce que c'est des choses qui passent ou c'est des choses qui restent inscrites en nous-mêmes? Vous disiez, les gens se détestent, etc. Est-ce qu'on en est encore là? Oui, parce que le CEREGMIA, c'était une chose horrible. C'était une chose horrible. Ça se passe au sein de l'université qui devrait être un havre de paix, un lieu de sagesse, de formation des hommes, d'humanité.
Et c'était horrible. Vous aviez, par personne interposée ou entre eux, des injures les plus crues, les plus obscènes, les plus inadmissibles de professeurs, des gens qui se donnent du mon cher, mon cher, mon cher. Est-ce que la toile de fond est idéologique ou politique comme on l'a connu, ou est-ce que c'était des choses qui tenaient au pouvoir et au règlement de compte personnel? Au règlement de compte personnel, comme tout ce qui est à Martinique. Non, vous exagérez. Comme la plupart des choses pas tout. Comme presque tout. Ça y est, de revient demain. D'ailleurs, finalement, comme tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'il y avait un professeur, Fred Selimène, qui était excessivement doué et fort dans l'organisation, mais qui n'avait peut-être pas des qualités suffisantes pour l'humilité suffisante auprès de ses confrères. Il faut de l'humilité, s'il vous plaît, j'ai appris ça. Il faut être humble. Il faut laver les pieds de ses congénères lorsqu'on veut être leur maître, voyez-vous. Et il imposait son laboratoire, il imposait son savoir-faire, il avait une aura extraordinaire dans le monde économique, et il en imposait, il avait une certaine suffisance. Il est intelligent, il est fort, le Selimène. Je le dis, je m'appelle Selimène, et ça n'a pas été pardonné. Il a accumulé donc de nombreux ennemis. On va pas juger l'affaire, elle n'est pas jugée, cette affaire. Pourquoi bon, parce que les partis sont. Pourquoi je suis intervenu dans cette affaire? À la demande de certains amis, ils m'ont dit on regarde le dossier. J'ai regardé le dossier et j'ai vu qu'il n'y avait pas de dossier pénal. Il n'y avait pas de dossier pénal, il y avait un dossier administratif. Il y avait une chose inadmissible sur le plan des relations, donc des propos, des termes, des échanges sur l'intranet, c'est-à-dire l'internet interne. Ouais. Il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. De là à radier, à sanctionner ainsi les professeurs, non, c'est inadmissible. Et je pense qu'ils n'ont pas eu... Ils ont été sacrifiés, selon vous? Ils se sont auto-sacrifiés. Ils n'ont pas eu parce qu'ils étaient sûrs de n'avoir rien fait de répréhensible au sens pénal, au sens pénal du terme. Il y a plein de dispositions du code pénal alors on a inventé, on a fait des choses. Il y a eu une véritable utilisation des dossiers, de tronçons du dossier. Il y a eu une parcellisation du dossier. Il y a eu des éclairages pour une partie, des extraits de phrases, des mails envoyés pour dire regardez, il fait pression. Il y a eu un montage. Il y a eu un montage éhonté pour effectivement abattre ces hommes-là. Et au niveau administratif, je pense que le corps administratif n'a pas admis qu'ils aient eu une défense et un comportement aussi outrancier. D'accord. Un comportement. Le masculin n'importe le féminin. Donc vous êtes de ceux qui disent qu'ils n'ont rien eu à se reprocher de gravissime. Alors attention. Quand on fait une étude, quand on fait une recherche, quand on met en œuvre des fonds européens, on demande à un avocat. J'ai participé à un projet comme ça, pas avec le CEREGMIA. On demande à un avocat de suivre cette opération. On amène l'avocat en Italie, l'insertion des personnes handicapées. On l'amène en Italie, on l'amène en Allemagne, on l'amène en France, et on demande de faire un rapport. Bon. C'est vrai que pour faire ce rapport, de 10 pages, il a fallu aller en Italie, pour comparer les systèmes au-delà de Google, qui existait peu ou prou à l'époque, et des visus que j'ai vus, c'est là que je suis devenu quelque peu européen. J'ai vu la magie de cet espace sans frontières. C'est sûr qu'après on dit, mais où qu'on rend compte corps, c'est monsieur P, regardez ça, il voyage. On pourrait même dire qu'il voyage en première classe, mais la différence entre le billet qu'on lui a donné, et puis c'est lui qui l'a payé de sa poche, et ainsi de suite. Ça paraît énorme. Mais c'est ça l'Europe. Mais c'est ça le travail. Alors on peut dire effectivement, on peut a posteriori juger, on peut dire, où est l'insertion des handicapés en Martinique qu'on a fait grâce à ça? Mais c'est toujours pareil. Le nombre de projets, le nombre d'institutions qui ont été créées dans ce pays-là, le nombre de projets qui ont avorté, de personnes qui ont été mises au chômage et qui avaient une fonction sociale, parce que t'en fais tant. Mais c'est aujourd'hui quelque chose une affaire qui a marqué les esprits. Il y a eu des tonnes d'encre qui ont coulé et malheureusement, est-ce que ça a servi d'exemple? Est-ce que ça a changé les choses? Je ne sais pas si ça a servi. Je n'ai pas suivi le nombre d'étudiants qui continuent à s'inscrire là.
Je ne sais pas s'il a pensé après, sur la suite, parce que quand on crée en quelque part, c'est pas de la spiritualité de prise unique, mais quand on crée de l'électricité comme ça dans un lieu, dans un espace, quand on met du trouble dans la relation, vous avez les suites après avec Jean-Qui, vous avez ensuite les cancers de la Guadeloupe. Quand le corps enseignant en général base sa relation sur le conflit, sur le pointillisme, sur l'utilisation de budget, sur la profitation, sur le nationalisme étroit, la Guadeloupe a plus comme on a moins d'étudiants, plutôt une grande aspiration à former des hommes, à former une humanité caribéenne, française. Cette vision idyllique. Pas bisounours, pas bisounours. Oui, mais, optimiste. Oui, mais si on l'applique stricto sensu, on balaye de revers de main, par exemple, des rapports de la Cour des comptes ou des choses comme ça. Je ne parle pas seulement du Sériglia, je parle de la société martiniquaise. Est-ce que de temps en temps, il n'est pas nécessaire que cette haute tenue morale à laquelle vous faites référence ne s'exerce pas de temps en temps? C'est lié. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais c'est lié. C'est tout à fait lié. Quand on a une aspiration saine, quand on a une humaniste positive dans la gestion des hommes, dans la dispense de l'éducation, la gestion des fonds, elle se fait de façon beaucoup plus modérée, beaucoup plus... tout est lié. Quand on travaille avec humilité, je reprends le mot, quand on travaille avec sérieux, quand on travaille pour travailler, quand on ne travaille pas pour se positionner, tout est lié. L'économie, la qualité de l'enseignement, le résultat, les postes créés. Ça finit mal. Alors, pour finir, parce qu'on a abordé un paquet de sujets, et vous voyez, vous êtes toujours aussi vert. Je sais pas. En tout cas, vous avez de la verve. Oui, je ne suis pas vert de peur, pour le seul moment. Alors, on fait référence à un passé qui est encore là dans toutes les têtes et qui touche à ce que vous-même avez appelé les 30 glorieuses de la Martinique. Ouais. La France a eu ces 30 glorieuses. Alors, je vais essayer avec les mots qui sont les miens, mais cette époque insouciante des années, 60, 70, on va dire ça comme ça. C'est 60. 62, 60. Voilà. Après 70, vous êtes devenu sérieux, quoi. C'est ça? Non. Je me mets dans l'ensemble, je ne suis pas moi tout seul. Jeunes, dynamiques, les femmes, les voitures décapotables, les voitures de sport, les bars, les voyages, aller à Sainte-Lucie, fumer des joints, et j'en passe, c'est des meilleurs. Quand vous réfléchissez à ça, qui était quand même... cette vie-là était quand même l'apanage d'une bourgeoisie plutôt foyalaise, on va dire ça comme ça, parce qu'au Macouba, il n'y avait pas ça. Bon, mais c'est beaucoup des intellectuels, beaucoup des dirigeants d'entreprise, beaucoup des personnalités qui aujourd'hui ont le pouvoir, on va dire ça comme ça, ont vécu ça. Qu'est-ce que vous en gardez? Un souvenir totalement nostalgique ou une espèce d'oubli volontaire? Je n'ai ni oubli ni nostalgie. Je ne vis pas en remuant le passé, en disant que c'était mieux avant, ni que c'était pire avant. Pour moi, le temps, c'est le temps. Donnez-nous quelques images, quand même. Non, pour les jeunes qui nous regardent, qui disent que... Les images, c'est que c'était un monde où on allait à l'école, d'abord, au lycée ensuite, et qu'une fois le diplôme obtenu, on était sûr d'avoir du travail. Ah, fantastique. On était sûr d'avoir du travail. Et même si on n'avait pas trop bien réussi, mais avec un petit peu de piston, on avait quand même une place. C'était quand même magnifique. C'est une époque où les salaires passaient de 100 à 1000 à partir du fonctionnariat. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Vous aviez un petit diplôme, vous deveniez instituteur. Absolument. Ouais. On passait de service départemental à un service de l'État. On avait boum les 40% qui venaient. C'était le cas de mon père. Il s'est retrouvé inspecteur de la répression des fraudes alors qu'il était agent du service départemental du contrôle et de vérification de la banane. Mais il avait la formation, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que le certificat d'études de l'époque, ça valait un bac, et que la formation qu'il avait eue à l'école... Le fameux certificat d'études. La formation qu'il avait eue à l'école d'agriculture avec le professeur Télé et autres, j'ai vu ce cahier après, mais c'était phénoménal. C'était quasiment des trucs de première année de médecine. Bon, je reviens. Donc c'était ça, cette époque-là. C'était une époque où les choses étaient timées. Il y avait des stands au sens anglais. C'était pas tout le temps
un machin chouette parti avec des bulles sous la plage et puis des nanas qui ont mis leurs fesses. Il y avait des séquences. Il y avait le carnaval, il y avait Noël, il y avait Pâques, il y avait Pentecôte. Bon, les plus aisés ou les plus modernistes allaient à la plage 1 ou 2 fois par mois avec les parents, sur des plages vides et désertes. C'était malheureux. Bon, mais le carnaval, c'était quelque chose. C'était pas le carnaval du mois de février, après celui du mois de décembre, où on a fait la ritournelle avec des remuements de hanches et puis la cuisse de jambon. C'était quelque chose de il y avait plus jeune, il y avait la saison des jeux, il y avait la saison à l'époque du carnaval, un peu avant, plus petit, c'était les cerfs-volants dans le ciel, dans le carême, le ciel bleu, c'était magnifique. Et puis avant, c'était, je me souviens, avec des copains fans. Vous êtes en train de nous faire le truc du nostalgique. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand je jouais avec mon petit garçon avec le drone que je lui ai acheté, je prends un pied, je pense comme terrible avec le drone là, qui monte dans le ciel. Non, ma question c'est cette espèce d'époque bénie, parce que les gens appellent ça. Alors les gens, béni, non mais attendez, les gens qui sont d'une certaine catégorie sociale. Pour une certaine catégorie. Les autres, c'est le bumidum, la pauvreté, oui, etc. Oui, je vais préciser ça. Mais qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a construit dans la tête de ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir? Ça a construit un certain sens de l'élite qui, à mon avis, n'est pas bon. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était césairiste. Je me suis tapé pendant des années de suite tous les discours de Césaire, à toutes les élections de Césaire, même en semaine et même quand j'étais à l'école. Là, on comprend la politique, on comprend... Je me suis tapé des contrôles avec mon père, de contrôle de bananes, où il restait 5 minutes, 10 minutes chez le béquet, et puis peut-être 1 heure avec le petit agriculteur là, à des marinières, au haut du Lamentin, des endroits qui sentaient le fumier, il y avait une case de cochon à côté. Je disais, mais papa, pourquoi on n'est pas resté plus longtemps chez le béquet? Là, je pouvais faire du cheval et tout, parce qu'il fallait flatter le vérificateur, le contrôleur de la qualité de la banane, qui donne un bon, et qui dit, ça peut partir ou pas. On parlait tout à l'heure de corruption, vous vous rappelez? Non, oui, on pouvait, mais lui, il passait plus de temps avec le petit. Pourquoi tu es comme ça? Il faut que je leur explique que les intrants, les produits chimiques, il faut que je vérifie les produits qu'il met pour que le produit soit de qualité, et puis il les aimait. Mon père aimait le peuple, il m'a donné ce goût-là. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire d'aimer le peuple. Ma mère, qui était enseignante, prenait toujours des petites filles qui avaient été vraiment presque autistes et incapables de prendre le bon petit diplôme, pour venir à la maison, il faut le dire, comme reste avec, quoi. Ouais. Bon, mais elle est payée régulièrement, elle est payée correctement, et j'ai connu donc des gens de la campagne. Et puis j'ai fait mon service militaire, mon ami. Et quand la première soirée, je me suis retrouvé à Balata dans une casemate, sentant le pied et le camembert, et puis je me suis dit, et puis avec des conversations et des trucs comme ça, du style que le président de l'équipe de football du Robert, s'il a gagné, parce qu'il a secoué sa robe, c'était tout prêt. Donc je me dis, oui, je vais passer à l'époque c'était 18 mois, ou 2 ans, 18 mois dans ça, quelle horreur. Et puis 15 jours après, un mois après, on a marché ensemble, j'ai découvert des gars extraordinaires, des gars qui étaient intelligents, qui étaient fins, qui m'apprenaient des choses sur la campagne, sur les légumes, sur les fruits, sur la faune quand on marchait. Ça sent pied, ceci, cela. Mais Gazariac, là, des bibles, des encyclopédies, ces gens de la campagne. J'ai aimé, j'ai mieux découvert mon peuple. Et puis, quand je suis revenu pendant mes études, ou bien jeune avocat, et que pour le naïf, avec Henri Pied, et Roland Laouché, je suis monté à Chalvet, et puis que j'ai vu la petite case d'Ilmani, et puis j'ai vu que pour 8 enfants, il y avait une petite 5 mètres carrés, et puis de la terre battue. Et puis j'ai demandé comme un imbécile, mais Henri Pied, qui avait traité vieux, où sont les lits, où sont les meubles? Ils m'ont regardé avec un air tellement pitoyable, je me suis senti ridicule parce que je ne connaissais pas ça. J'ai découvert ça aussi, voyez-vous. Donc, c'est sûr qu'il y avait cette facilité de vie, il faut y aller, c'est sûr qu'il y avait, mais il y avait aussi cette réalité, la misère que j'ai jamais oubliée. Et puis tout petit, j'ai eu la chance extraordinaire d'habiter avenue Jean Jaurès, près de l'église, dans une belle maison qui a été détruite, une belle maison en bois, à côté de chez les Marianne, frères etc. Parce qu'au Terre-Saint-Ville, il y avait un mélange de bourgeoisie et puis les petites ruelles des peuples.
Et bien les petits copains avec qui je montais à Trinel, c'était des gens du peuple. Il y avait des petits jocos dans la rivière que j'allais pêcher avec, c'était des gens du peuple. Donc j'ai toujours tout naturellement. Et vous pensez que ce décalage-là... Je ne sais pas si l'élite en question à laquelle je fais partie, si elle a connu ça. Bon, très bien. Merci beaucoup. On va faire les 5 minutes culturelles avec quelques bouquins. Alors, j'ai repris quelques classiques quand même, parce que je pense que c'est pour moi fondamental. Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire. Alors, je fais un petit coucou aux jeunes dont on a parlé, en leur disant, ça c'est un bouquin. Je ne sais pas si on vous l'a recommandé, mais vous devriez le lire. Notamment sur l'ethnocentrisme, les différences, l'autre, pourquoi l'autre est différent et comment on l'accepte. Et les valeurs communes à l'homme, et les valeurs universelles que toutes les communautés, que toutes les races. Que le livre fondamental. La prohibition de l'inceste, par exemple. Ça, c'est alors fabuleux. Prohibition de l'inceste, Sigmund Freud. Totem et tabou. Oui. Tout le monde merveilleux. Alors, une découverte de l'âme, de l'esprit. Oui. Ça, c'est un bouquin. Quand vous avez lu ça, vous avez tout compris. Ouais. Donc, Race et Histoire, Claude Lévi-Strauss. Sigmund Freud, Totem et tabou, qu'on va nous montrer à l'antenne. Et puis, alors, un bouquin extraordinaire que j'ai découvert, qui nous concerne, celui-là. Les deux premiers sont plus généralistes. Caroline Houdin-Bastide, ça s'appelle L'effroi et la terreur, esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles. Alors vous lisez ça. Mais je dois avoir ça dans la bibliothèque et je ne l'ai pas encore lu. Ça c'est un bouquin extraordinaire. Basique, ouais. Le voilà. Très bien. L'effroi et la terreur. Vous lisez ça et vous comprendrez, on a employé le mot complexité à de nombreuses reprises. C'est ça. Je vais vérifier si je l'ai aussi, je le commanderai. Celui-là, il faut absolument l'avoir. Et puis comme je suis condamné à chroniquer des bouquins. Chroniquer, c'est vite dit. Hein, c'est au moins les citer, à évoquer tout ce qui touche aux policiers et à l'espionnage. Bon, alors celui-là, c'est le top du top, sans jeu de mots. Ça s'appelle La Top de John le Carré. Oui. C'est central. C'est central. C'est aussi un bouquin formidable. Le voilà. Donc, je peux citer un livre ? Oui, mais j'allais y venir. Donc, merci. Les gens se précipitent dans les librairies pour récupérer ces bouquins-là. Donc, je demanderai au journal Librairie Antillaise avec lesquels on est partenaire d'en commenter de toute façon. Oui, je voudrais dire au journal Librairie Antillaise de rapidement appeler Emmanuel de Rênal et de lui demander, je sais le nombre de livres qu'ils peuvent vendre, de demander 500 à 1000 Ubuntu. Ubuntu, c'est le concept qui existait déjà, mais utilisé par Desmond Tutu et Nelson Mandela pour comprendre, pour arriver, pour obtenir le pardon, la réunion de gens qui la veille étaient des ennemis. Et le principe, c'est le principe africain qui invoque l'altérité, ça veut dire que je suis toi, tu es moi. Je ne peux pas exister sans toi. Je suis dans toi. Je suis toi, avec toi et dans toi. Ça veut dire que Emmanuel de Rênal, béqué de son état et bien béqué, nous fait comprendre qu'il est à la fois ce qu'il est, mais il est aussi Barajo, il est moi, il est aussi l'esclave, il est aussi le taïno, il est aussi l'Indien, Caraïbe, que ses pères ont génocidé. Il dit, mais il est à la fois tout ça, qu'il est le résultat de ça, que nous sommes tous le résultat de tout ça. C'est d'une beauté extraordinaire. Recommandation. Très bien. Ubuntu, ça s'appelle. Très bien. Merci, Gérard. Je crois que c'était publié par l'Armata. Merci Gérard Darling Carter. Merci Eddie. Cette émission, à mon avis, constitue les prémices probablement d'une nouvelle collaboration. Donc, il faut m'envoyer le contrat, me dire combien d'argent je serais payé, très cher et tout. Ne vous inquiétez pas. Si les gens savaient qu'on fait ça avec notre cœur, pas un rond. Émission, pas un rond. Pas un rond. Merci de votre collaboration. Merci Eddie. Et je pense qu'on a passé un moment agréable. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Et puis envoyez-nous des petits messages si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Merci aux techniciens. Et puis merci à toute l'équipe. Merci à la chaîne d'exister. Merci à Zouk TV. Merci à M. Granier, à sa force de caractère, son tempérament. Et à son tempérament. Il est là. Voilà. Il est là. Très bien. À bientôt.